Bonjour à tous. Bienvenue sur Monsieur Mystère et ses histoires d'horreur. Ce soir, nous vous présentons cet récit terrifiant et véridique de patrouilleurs routiers qui vous feront douter de ce qui se passe réellement sur les portions les plus isolées des autoroutes américaines, lorsque le soleil se couche et que la civilisation disparaît dans le rétroviseur. Ces récits ne sont pas des fictions, mais des incidents documentés, rapportés par des officiers de police qui patrouillent sur ces routes où tout peut arriver, et où l'impossible se produit souvent. Chaque récit a été compilé à partir de rapports officiels, de témoignages d'officiers et de preuves vérifiables qui ne peuvent être ni expliquées ni ignorées. La route ouverte cache des dangers que la plupart des conducteurs ne rencontreront jamais. Et peut-être est-ce une chance. Si vous aimez l'horreur authentique, tirée de dossiers réels qui vous tiendront éveillé la nuit, abonnez-vous à Dossiers Enfouis et activez la cloche des notifications pour ne jamais manquer nos dernières enquêtes sur les ténèbres qui se cachent entre les lignes blanches. Après avoir écouté ces récits glaçants, nous voulons entendre vos propres expériences dans les commentaires ci-dessous. Avez-vous déjà croisé l'inexplicable sur des routes désertes? Installez-vous bien, car nous allons explorer cette affaire qui prouve que les choses les plus terrifiantes sur la route ne sont pas toujours celles que vous voyez arriver. Nathan travaillait depuis 7 ans comme enquêteur sur les scènes d'accidents et les opérations de patrouille routière lorsqu'il a reçu l'appel qui allait changer à jamais sa perception du monde. C'était un homme qui croyait en la logique, en la preuve tangible, en la cause et les faits. Son expérience en sciences médico-légales en faisait un atout précieux pour le département. Il était souvent appelé pour aider à la reconstruction d'accidents complexes et aux enquêtes sur les morts suspectes. Mais rien dans sa formation, rien dans son expérience, et rien dans la littérature scientifique qu'il avait étudiée ne pouvait le préparer à ce qu'il allait découvrir sur l'autoroute 77, cette nuit de février. L'appel est arrivé à 2h34 du matin. Plusieurs automobilistes signalaient un incendie de véhicule sur la voie sud, à environ 24 km au nord de la frontière du Texas. Les premiers rapports étaient confus et contradictoires. Certains témoins décrivaient des flammes engloutissant une voiture sur le bas-côté. D'autres affirmaient avoir vu une personne en feu s'éloigner d'un véhicule. Une femme particulièrement bouleversée insistait pour dire qu'elle avait vu un homme brûler debout, au milieu de l'autoroute, sans courir ni se rouler par terre, mais marchant simplement comme s'il se promenait tranquillement. Le central a classé l'incident comme une urgence prioritaire, et Nathan était l'unité la plus proche du lieu. Il est arrivé sur les lieux en 11 minutes, sa voiture de patrouille fend dans l'obscurité, gyrophares allumés et sirènes hurlantes. En approchant de l'emplacement signalé, Nathan s'attendait à voir les séquelles typiques d'un incendie de véhicule, du métal calciné, du plastique fondu, du caoutchouc brûlé, de la fumée s'élevant encore des décombres, et peut-être un automobiliste blessé ou décédé qui n'avait pas pu s'échapper à temps de la voiture en feu. Ce qu'il a trouvé à la place a défié toutes ses attentes et violé chaque principe de la dynamique du feu qu'il avait jamais appris. Le véhicule était toujours là, une berline récente garée sur le bas-côté, la portière du conducteur grande ouverte. Le moteur tournait, les phares étaient allumés, et il n'y avait absolument aucun signe de dommage causé par le feu. Nathan s'est approché avec prudence, la main posée sur son arme de service, tandis que son esprit s'efforçait de donner un sens à la scène. La voiture semblait complètement intacte. La peinture n'était ni cloquée ni décolorée. Les pneus étaient parfaitement gonflés. Les vitres n'étaient pas fissurées par la chaleur. Il a regardé à l'intérieur du véhicule et a trouvé un sac à main sur le siège passager, une tasse de café à moitié vide dans le porte-gobelet, et un téléphone en charge dans la console centrale. Tout suggérait que le conducteur avait simplement arrêté le véhicule et en était sorti pour une raison quelconque, peut-être pour vérifier un pneu ou pour s'étirer les jambes pendant un long trajet. Mais ensuite, Nathan a remarqué les empreintes de pas. Elles commençaient à la portière du conducteur et menaient à travers le gravier du bas-côté vers les terres arides bordant l'autoroute. Ce n'étaient pas des empreintes ordinaires. Le gravier et la terre montraient des impressions claires de semelles de chaussures, mais chaque empreinte était entourée d'une décoloration sombre. Nathan s'est agenouillé et a touché le sol près de l'une des empreintes avec sa main gantée. La terre était encore chaude, non pas simplement tiède, mais suffisamment chaude pour qu'il puisse sentir la chaleur à travers le latex. Il a éclairé la zone avec sa lampe torche et a suivi la trace des empreintes alors qu'elle s'éloignait de l'autoroute. À 30 mètres du véhicule, Nathan a trouvé le corps. La victime était allongée face contre terre dans la poussière, les bras et les jambes positionnés comme si la personne marchait vers l'avant et était simplement tombée au sol en plein mouvement. Mais l'état des restes a fait reculer Nathan malgré lui. Son entraînement l'a à peine empêché de perdre complètement son sang-froid. Le corps était brûlé au-delà de toute reconnaissance.
carbonisé à un point tel que la peau s'était fendue et contractée, exposant les tissus musculaires et les os en dessous. Les vêtements avaient été presque entièrement consumés par le feu, ne laissant que des fragments de matière synthétique fondus dans la chair. L'odeur était accablante, un mélange de viande brûlée et de produits chimiques qui a fait monter les larmes aux yeux de Nathan. Ce qui rendait la scène impossible, c'était l'absence totale de dommages causés par le feu à autre chose. Le sol immédiatement autour du corps ne montrait aucun signe de brûlure. La végétation, composée d'herbes sèches du désert et de petits arbustes qui auraient pris feu instantanément s'ils avaient été exposés à une chaleur suffisante, était complètement intacte. Il n'y avait aucune trace de résidus d'accélérant visible sur le sol. Il n'y avait aucune preuve d'une source d'allumage externe. Le corps avait brûlé avec une intensité incroyable, suffisamment chaude pour carboniser les os et faire fondre les plombages dentaires. Pourtant, rien d'autre dans les environs immédiats ne montrait le moindre dommage thermique. Nathan a appelé des renforts, le médecin légiste, le maréchal des incendies et l'unité d'enquête sur les scènes de crime. Pendant qu'il attendait leur arrivée, il a sécurisé le périmètre et a commencé à documenter la scène avec des photographies et des mesures. Il a examiné le véhicule plus en détail et a trouvé le portefeuille de la victime dans la boîte à gants. Le permis de conduire l'identifiait comme Nathan Simmons, un comptable de 42 ans de Nashville, sans casier judiciaire et sans antécédent de maladie mentale ou de toxicomanie. Selon la vérification préliminaire de la base de données, il n'y avait rien dans le véhicule qui suggère un jeu trouble, aucun signe de lutte, aucune arme, aucune drogue ou alcool. Les autres unités ont commencé à arriver, et avec elles est venue encore plus de confusion. Le maréchal des incendies a inspecté la scène 2 fois, prenant des relevés de température et collectant des échantillons avant d'admettre qu'il n'avait aucune explication pour ce qu'il voyait. Le schéma de brûlure était incompatible avec tout type de feu connu. L'intensité de la chaleur nécessaire pour produire un tel niveau de destruction des tissus aurait enflammé tout ce qui se trouvait dans un rayon significatif. Pourtant, les preuves physiques montraient que le feu avait été presque entièrement confiné au corps de la victime, avec une propagation minimale à l'environnement environnant. L'évaluation préliminaire du médecin légiste sur place était encore plus troublante. Les organes internes montraient des signes de dommages thermiques extrêmes qui étaient incompatibles avec une brûlure externe. Le cœur et les poumons semblaient avoir été cuits de l'intérieur, avec des dommages tissulaires suggérant une exposition à des températures dépassant 537 degrés Celsius. Pourtant, la brûlure externe, bien que sévère, n'avait pas pénétré aussi profondément qu'on aurait pu s'y attendre si le feu avait commencé à l'extérieur et s'était propagé vers l'intérieur. C'était comme si la victime s'était enflammée de l'intérieur, le feu brûlant vers l'extérieur à travers le corps plutôt que vers l'intérieur à partir d'une source externe. Les enquêteurs ont interrogé les témoins dans la région et ont examiné les images des caméras de surveillance le long de cette portion d'autoroute. Ce qu'ils ont trouvé dans les déclarations des témoins était cohérent, mais impossible à réconcilier avec la science connue. Plusieurs automobilistes ont décrit avoir vu la victime marcher le long du bas-côté de l'autoroute, complètement engloutie par les flammes. Ils ont décrit les flammes comme étant d'un orange et d'un blanc brillant, indiquant une chaleur extrême et s'étendant à plusieurs mètres au-dessus de la tête de la victime. Mais ce qui rendait leur récit si troublant, c'était le comportement de la victime. Chaque témoin a déclaré que l'homme ne courait pas, ne hurlait pas, n'essayait pas d'éteindre les flammes. Il marchait calmement, délibérément, comme si le feu qui consumait son corps ne le préoccupait en rien. Un témoin, un camionneur avec 30 ans d'expérience sur les routes, a fourni le récit le plus détaillé. Il a déclaré qu'il se trouvait à environ 180 mètres derrière la berline lorsqu'il a vu les feux stop s'allumer et le véhicule se garer sur le bas-côté. Il a regardé la portière du conducteur s'ouvrir et une silhouette en sortir. La silhouette est restée à côté du véhicule pendant environ 10 secondes, puis a soudainement pris feu. Le camionneur a décrit cela comme instantané, comme si quelqu'un avait allumé un interrupteur. Un moment, la personne se tenait normalement, l'instant suivant, elle était complètement engloutie. La silhouette en feu a ensuite commencé à s'éloigner du véhicule, marchant à un rythme régulier sur le bas-côté et dans le désert. Le camionneur s'est arrêté et a appelé le 911. Mais au moment où il avait arrêté son véhicule et attrapé son extincteur, la silhouette en feu s'était effondrée et les flammes s'étaient éteintes d'elles-mêmes. Les résultats de l'autopsie n'ont fait qu'approfondir le mystère. Le médecin légiste a confirmé que la victime était morte de blessures thermiques, mais le schéma de brûlure était différent de tout ce qui était documenté dans la littérature médico-légale. Les organes internes montraient des dommages compatibles avec une exposition à une chaleur extrême, mais il n'y avait aucune preuve d'inhalation de fumée dans les poumons, ce qui aurait dû être présent si la victime avait respiré pendant que le feu brûlait.
le dépistage toxicologique est revenu négatif pour les accélérants, les drogues, l'alcool et toute autre substance qui pourrait expliquer une combustion spontanée ou une inflammabilité accrue. Le contenu de l'estomac de la victime indiquait qu'il avait mangé un repas normal plusieurs heures avant sa mort. Rien d'inhabituel ni de préoccupant. Les enquêteurs n'ont trouvé aucun accélérant sur les vêtements ou la peau de la victime. Aucune trace d'essence, de kérosène, de liquide pour briquet ou de tout autre liquide inflammable. L'analyse chimique des résidus prélevés sur le corps n'a montré que les sous-produits attendus de la combustion des tissus humains et des fibres synthétiques. Il n'y avait aucune preuve d'une source d'allumage externe. Aucune allumette ni briquet n'a été trouvée sur le corps ou dans le véhicule. L'allume-cigare de la voiture n'était pas activé et il n'y avait aucun dysfonctionnement électrique qui aurait pu produire une étincelle. L'enquête s'est élargie pour inclure les antécédents de la victime et ses activités récentes. Nathan Simons n'avait aucun antécédent de maladie mentale, aucun casier judiciaire et aucun ennemi connu. Il rentrait chez lui à Nashville après avoir assisté à une conférence professionnelle à Dallas. Son employeur, sa famille et ses amis le décrivaient tous comme stable, responsable et ordinaire à tous points de vue. Il n'y avait rien dans sa vie qui suggérait qu'il serait impliqué dans quoi que ce soit d'inhabituel, et encore moins qu'il deviendrait la victime d'une mort par combustion inexpliquée sur une route isolée. Nathan, l'officier enquêteur, est devenu obsédé par la recherche d'une explication. Il a passé des semaines à rechercher des cas similaires dans les archives, à contacter des experts en sciences du feu, en pathologie médico-légale, et même à contacter des chercheurs qui avaient étudié des cas présumés de combustion humaine spontanée. Ce qu'il a trouvé était à la fois fascinant et profondément troublant. Il existait des cas documentés remontant à des siècles de personnes qui avaient brûlé jusqu'à la mort dans des circonstances mystérieuses, souvent avec des dommages minimes à leur environnement. Mais la communauté scientifique n'avait jamais accepté la combustion humaine spontanée comme un phénomène réel, attribuant plutôt ces cas à des sources d'allumage externes qui n'avaient tout simplement pas été identifiées. Cependant, Nathan a trouvé 3 autres cas dans les archives du département qui correspondaient presque exactement au cas de Nathan Simons. Dans chaque instance, un automobiliste avait arrêté son véhicule sur une portion isolée de l'autoroute, en était sorti, et avait été retrouvé brûlé jusqu'à la mort à une courte distance, sans source d'allumage claire et avec des dommages environnementaux minimes. Les cas s'étaient produits sur une période de 15 ans, sur différentes autoroutes dans différents états, et étaient tous restés non résolus. Les victimes n'avaient rien d'évident en commun. Des âges, des professions et des antécédents différents. La seule similitude était la manière de mourir et l'absence totale d'explication rationnelle. Nathan a compilé toutes les preuves dans un dossier complet. Mais malgré ses efforts, le cas de Nathan Simons a été officiellement classé comme une mort de cause inconnue. L'enquête est restée ouverte, mais sans suspect, sans mobile et sans mécanisme clair pour expliquer comment la mort s'était produite. Il n'y avait nulle part où aller avec cela. Le dossier a été placé en stockage avec les 3 cas similaires qui l'avaient précédé. 17 ans ont passé depuis cette nuit-là, et Nathan garde toujours le dossier sur son bureau. Il a continué à rechercher des incidents similaires et à identifier 23 cas dans le monde qui correspondent au même schéma de base. Des personnes qui brûlent jusqu'à la mort dans des circonstances impossibles, sans source d'allumage, sans accélérant et avec des dommages environnementaux minimes. La littérature médicale n'offre aucune explication. La communauté scientifique rejette ces cas comme des anomalies qui n'ont tout simplement pas été correctement investiguées. Mais Nathan sait ce qu'il a vu. Il sait ce que les preuves ont montré. Et il sait que quelque part, dans l'espace entre ce que la science peut expliquer et ce qui se passe réellement dans le monde, il existe des phénomènes qui défient notre compréhension. Le véhicule appartenant à Nathan Simons a finalement été restitué à sa famille et vendu aux enchères. La portion de l'autoroute 77 où il est mort a exactement la même apparence que cette nuit-là. Juste un autre kilomètre sur une autre route solitaire. Mais Nathan passe régulièrement devant cet endroit. Et chaque fois qu'il le fait, il pense aux empreintes de pas qui s'éloignaient de cette voiture, au corps qui a brûlé avec une chaleur impossible, et au témoin qui a vu un homme marcher calmement à travers des flammes qui auraient dû le faire hurler de douleur. Certains mystères ne sont jamais résolus. Certaines questions n'ont pas de réponse. Et parfois, la chose la plus terrifiante n'est pas ce qui est arrivé, mais la réalisation que cela pourrait se reproduire à tout moment, sans avertissement ni explication. Ryan faisait partie de la patrouille routière du Nevada depuis 11 ans lorsqu'il a rencontré quelque chose qui allait briser sa compréhension de la réalité et le forcer à remettre en question tout ce qu'il croyait savoir sur le monde. Ce n'était pas le genre d'officier qui croyait aux fantômes ou aux phénomènes surnaturels.
Il était pragmatique, méthodique et se fiait entièrement aux preuves et aux procédures. Son dossier était impeccable. Il avait reçu 3 commendations pour son service et était en passe d'être promu sergent. Rien dans sa formation ni dans son expérience ne l'avait préparé à ce qui s'est passé cette nuit glaciale de janvier 2019. Et rien de ce qui est arrivé par la suite n'a jamais pu donner un sens à cela. La portion de l'autoroute 50 qui traverse le désert du Nevada a gagné le surnom de « la route la plus solitaire d'Amérique ». Et pour une bonne raison. Sur certains tronçons, un conducteur peut parcourir plus de 160 km sans croiser un autre véhicule ni aucun signe d'habitation humaine. Le paysage est aride et impitoyable, dominé par des buissons de sauge et des affleurements rocheux qui semblent s'étendre à l'infini dans toutes les directions. Pendant la journée, le soleil du désert frappe sans pitié. La nuit, les températures chutent et l'obscurité devient absolue, seulement rompue par l'occasionnel faisceau de phares traversant le vide. C'est sur l'un de ces tronçons isolés, à environ 75 km à l'est de Fallon, que le service de patrouille de Ryan a pris un tournant vers l'impossible. L'horloge du tableau de bord indiquait 3h47 du matin lorsque ses phares ont capté une silhouette debout sur le bas-côté de l'autoroute. Ryan roulait depuis près de 3 heures sans croiser un seul véhicule, et l'apparition soudaine d'une personne dans un endroit aussi reculé a immédiatement déclenché son entraînement. Il a ralenti la voiture de patrouille et activé son projecteur, éclairant la silhouette plus clairement. C'était une jeune femme, peut-être au début de la vingtaine, vêtue de ce qui semblait être une robe d'été blanche, complètement inappropriée pour la météo. La température extérieure était d'environ -2 degrés Celsius, et un vent glacial balayait le sol du désert. Elle agitait les bras de manière frénétique, clairement en détresse. Ryan s'est garé sur le bas-côté et est sorti de son véhicule, remarquant immédiatement plusieurs détails troublants. La femme était pieds nus, ses pieds coupés et saignant à cause de la marche sur l'asphalte rugueux. Sa robe était trempée, collée à son corps frêle, et elle tremblait violemment. Ce qui n'avait aucun sens, c'était l'eau elle-même. Il n'y avait pas eu de précipitation dans cette région depuis plus de 3 semaines selon le service météo, et il n'y avait aucun plan d'eau à proximité. La femme a regardé Ryan directement avec des yeux écarquillés et terrifiés, et a commencé à parler rapidement, ses mots se bousculant dans sa panique. Elle lui a dit qu'elle s'appelait Sarah et qu'elle avait désespérément besoin d'aide. Elle a dit qu'il la suivait et qu'elle ne pouvait pas retourner en arrière. Lorsque Ryan a demandé qui la suivait, elle a simplement secoué la tête et répété qu'il ne pouvait pas la ramener là-bas, que c'était trop horrible, qu'elle préférerait mourir dans le désert plutôt que de revenir. Ryan a tenté de la calmer en utilisant ses techniques standards de désescalade, parlant d'une voix mesurée et l'assurant qu'elle était en sécurité maintenant. Il a sorti une couverture de survie de son coffre et l'a enveloppée autour de ses épaules, puis l'a guidée vers la banquette arrière de la voiture de patrouille où le chauffage était allumé. Alors qu'il fermait la porte et retournait vers le siège du conducteur, Ryan a appelé sa position et la situation au central, demandant une ambulance pour les rejoindre dans la ville la plus proche. La femme a continué à parler depuis la banquette arrière, et ce qu'elle a dit ensuite a glacé le sang de Ryan. Elle a fourni des détails spécifiques sur un lieu d'accident devant eux, décrivant une berline qui avait quitté la route à environ 19 km plus à l'est, près du kilomètre 114. Elle a décrit la couleur du véhicule, un bleu foncé, et a dit que le conducteur n'avait pas survécu. Elle a supplié Ryan de ne pas l'emmener à cet endroit. De plus en plus agité à cette pensée, Ryan a pris la décision de continuer vers les pour vérifier son histoire. S'il y avait effectivement un accident devant, d'autres automobilistes pourraient être en danger et quelqu'un pourrait avoir besoin d'une assistance médicale immédiate. Il a assuré à la femme qu'il ne la forcerait pas à sortir du véhicule et qu'elle resterait en sécurité dans la voiture de patrouille. Elle semblait se calmer légèrement, bien qu'elle continuait à regarder par la fenêtre dans l'obscurité avec une expression de profonde tristesse. 12 km plus loin, au kilomètre 114, les phares de Ryan ont trouvé exactement ce qu'elle avait décrit. Des traces de dérapage fraîches menaient de l'autoroute vers un ravin en pente raide. Une berline bleu foncé était retournée au fond, son avant écrasé contre un gros rocher. Ryan a immédiatement signalé l'emplacement de l'accident et demandé des services d'urgence, puis s'est soigneusement frayé un chemin vers le bas du ravin pour vérifier s'il y avait des survivants. Le conducteur était toujours dans le véhicule, maintenu en place par la ceinture de sécurité. Il était immédiatement apparent que la victime était morte sur le coup. La colonne de direction s'était effondrée dans la cavité thoracique, et l'angle de la tête indiquait une nuque brisée. Ryan a pris des photographies de la scène et a récupéré le permis de conduire dans le portefeuille du sac de la victime. Lorsqu'il a regardé la photo sur le permis, ses mains ont commencé à trembler.
Le visage qui le fixait depuis la carte plastifiée était identique à celui de la femme assise dans sa voiture de patrouille. Les mêmes traits, la même couleur de cheveux, la même cicatrice distinctive au-dessus du sourcil gauche. Le nom sur le permis était Sarah Mitchell, 23 ans, avec une adresse à Reno. Ryan est remonté du ravin, son esprit s'efforçant de trouver une explication rationnelle. Peut-être était-ce sa sœur jumelle. Peut-être avait-elle été passagère dans le véhicule et avait d'une manière ou d'une autre survécu à l'accident. Lorsqu'il a atteint sa voiture de patrouille et ouvert la porte arrière pour interroger Sarah sur l'identification, la banquette arrière était vide. La couverture de survie était soigneusement pliée sur le siège, mais il n'y avait aucun signe de la femme. Ryan a vérifié autour du véhicule, appelant son nom, mais n'a reçu aucune réponse. Le désert s'étendait silencieusement dans toutes les directions, et il n'y avait nulle part où elle aurait pu aller sans qu'il ne la voie. Il était resté en vue du véhicule tout le temps où il était descendu dans le ravin. Les portes étaient restées fermées. Il n'avait rien entendu. Sa radio a crépité alors que le central répondait à son rapport d'accident. Ils lui ont informé qu'un signalement de personnes disparues avait été déposé 3 jours plus tôt pour une certaine Sarah Mitchell qui n'était pas arrivée à sa destination à Ely après avoir quitté Reno. La description de son véhicule correspondait à la berline dans le ravin, et elle voyageait seule. Ryan a demandé qu'ils envoient le coroner et l'équipe d'enquête, puis s'est assis dans sa voiture de patrouille, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. C'est alors qu'il a remarqué la banquette arrière. Là où la femme était assise, le upholstery était trempé, avec des flaques d'eau accumulées sur le tapis de sol. Il a tendu la main et touché l'eau du bout des doigts. Elle était glaciale. Il a pris des photographies du siège et du sol mouillé, puis a commencé à examiner les images de sa caméra de tableau de bord, espérant qu'elles apporteraient un peu de clarté. Ce qu'il a vu sur l'enregistrement lui a retourné l'estomac. Les images montraient clairement Ryan s'arrêtant et sortant de son véhicule. Elles le montraient debout sur le bas-côté, semblant parler à quelqu'un, bien qu'il n'y ait personne de visible dans le cadre. Elle le montrait récupérant la couverture de survie et la plaçant sur la banquette arrière comme s'il la drapait autour d'épaules invisibles. Elle le montrait conduisant pendant 19 km tout en semblant converser avec la banquette arrière vide, sa tête se tournant occasionnellement vers la droite comme s'il écoutait un passager. L'audio captait sa voix posant des questions et faisant des déclarations rassurantes, mais il n'y avait aucune autre voix sur l'enregistrement. Aucune preuve que quelqu'un d'autre avait été présent. Le coroner est arrivé 90 minutes plus tard et a effectué un examen préliminaire sur place. Sur la base de la température corporelle, de la lividité et de la rigidité cadavérique, l'heure estimée du décès était d'environ 4 heures avant que Ryan ne découvre l'accident. Sarah Mitchell était morte instantanément lorsque son véhicule avait quitté la route à grande vitesse vers minuit. Elle était morte depuis près de 4 heures lorsque Ryan avait pris en stop une autostoppeuse qui lui ressemblait trait pour trait, qui portait une robe blanche comme celle que portait le cadavre, et qui l'avait dirigée vers l'emplacement précis de son propre corps. Ryan est resté assis dans sa voiture de patrouille jusqu'à l'aube, regardant l'équipe d'enquête traiter la scène. Il n'a rien dit de l'autostoppeuse aux autres officiers. Il a rédigé son rapport décrivant sa découverte de la scène de l'accident, mais n'a fait aucune mention de la manière dont il avait su chercher à cet endroit précis. Lorsqu'il est retourné au poste à la fin de son service, il a demandé à consulter le rapport de personnes disparues qui avait été déposé pour Sarah Mitchell. Le rapport avait été déposé par sa sœur, qui avait déclaré que Sarah se rendait à Ely pour rendre visite à des amis et avait été vue pour la dernière fois près de Fallon. Le dernier signalement connu avait été fait à une station-service située à environ 32 km à l'ouest de l'endroit où Ryan avait pris l'autostoppeuse. Ryan a demandé et examiné les images de surveillance de cette station-service. Elle montrait Sarah achetant de l'eau en bouteille et des snacks à 23h23, puis retournant à son véhicule. Alors qu'elle quittait le parking, la caméra a capté quelque chose qui a glacé le sang de Ryan. En arrière-plan des images, à peine visible dans l'enregistrement granulaire de nuit, une femme en robe blanche pouvait être vue debout sous un réverbère à la lisière du parking. La silhouette observait le véhicule de Sarah alors qu'il s'éloignait. Ryan a agrandi l'image autant que possible et a senti sa poitrine se serrer lorsqu'il a réalisé que la silhouette était Sarah elle-même, regardant son propre véhicule s'éloigner quelques instants avant l'accident mortel qui mettrait fin à sa vie. Les empreintes de pas mouillées dans la voiture de patrouille de Ryan sont restées pendant 3 jours malgré le système de chauffage fonctionnant en continu. Les techniciens de la scène de crime ont photographié et prélevé des échantillons, mais n'ont trouvé aucune explication logique à leur persistance. Le 4e jour, elles avaient simplement disparu. L'eau s'était évaporée aussi mystérieusement que la femme elle-même.
Ryan a été muté à un poste de bureau 6 semaines plus tard. Il n'a plus jamais travaillé de nuit. Sa demande invoquait des raisons personnelles, et le département l'a approuvé sans poser de questions, attribuant probablement ce changement au traumatisme de la découverte d'un automobiliste décédé. Ryan n'a jamais parlé à ses supérieurs de ce qui s'était réellement passé cette nuit-là. Il avait peur qu'ils pensent qu'il avait subi une rupture psychologique, que l'isolement et le stress de la patrouille routière avaient finalement eu raison de lui. Mais il ne pouvait pas ignorer ce qui s'était passé. Les sièges mouillés étaient réels. La couverture de survie avait été déplacée. La caméra de tableau de bord l'avait enregistré en train de parler à quelqu'un, même si cette personne n'était pas visible. Et Sarah Mitchell savait exactement où son propre corps serait trouvé, elle l'avait conduit directement sur les lieux de sa mort. Des recherches sur l'histoire de l'autoroute 50 ont révélé un schéma troublant. Chaque année, à l'anniversaire de sa mort, plusieurs automobilistes ont signalé avoir vu une jeune femme en robe blanche essayer de faire signe au véhicule près du kilomètre 102, exactement là où Ryan avait rencontré Sarah pour la première fois. Les images de surveillance de la même station-service montrent la silhouette apparaître en arrière-plan le 15 janvier de chaque année, toujours debout au même endroit, toujours observant les véhicules qui s'éloignent. Le préposé de la station-service refuse de travailler de nuit à cette date et ne donne aucune explication lorsqu'on l'interroge. Sarah Mitchell a été enterrée dans un cimetière à Reno. Sa mort a été classée comme accidentelle, résultat d'une surcorrection en essayant d'éviter un animal sur la chaussée. Le rapport toxicologique était négatif pour les drogues et l'alcool. Elle avait simplement perdu le contrôle de son véhicule dans un moment de panique et en avait payé le prix avec sa vie. Il n'y avait aucune indication qu'une autre personne était impliquée. Aucune preuve de jeu trouble. Juste une jeune femme roulant seule sur la portion la plus solitaire de l'autoroute en Amérique, morte effrayée et loin de chez elle. Ryan garde une photographie de la banquette arrière mouillée dans le tiroir de son bureau. Il ne l'a montré qu'à exactement 3 personnes dans les 6 années qui ont suivi cette nuit-là. 2 l'ont rejeté comme de la condensation ou un liquide renversé. Le troisième, un officier à la retraite qui avait travaillé sur l'autoroute 50 pendant 30 ans avant de prendre sa retraite, a simplement hoché la tête et a dit à Ryan qu'il n'était pas le premier et ne serait pas le dernier. Il a dit que certaines personnes ne réalisent pas qu'elles sont mortes, qu'elles continuent d'essayer d'obtenir de l'aide, d'essayer d'avertir les autres, d'essayer de terminer le voyage qu'elles ont commencé. Il a dit que l'autoroute 50 avait toujours été ainsi et le serait toujours. Que Ryan ait rencontré le fantôme de Sarah Mitchell ou qu'il ait vécu une sorte d'épisode psychotique partagé provoqué par l'isolement et l'épuisement reste une question ouverte. Ce qui ne peut être contesté, c'est qu'il a trouvé son corps exactement là où une autostoppeuse impossible lui avait dit de chercher. Que des preuves physiques de sa présence sont restées dans son véhicule pendant des jours et que sa caméra de tableau de bord l'a enregistré en train d'interagir avec quelqu'un qui n'était pas là. La route la plus solitaire d'Amérique garde ses secrets, et certains mystères ne sont pas faits pour être résolus. Lucy avait effectué des milliers de contrôles routiniers au cours de ses 8 années avec la patrouille routière du Tennessee, et elle se targuait de sa capacité à lire les gens. Elle pouvait repérer un conducteur nerveux cachant de la drogue dans la boîte à gants, identifier un véhicule impliqué dans des activités criminelles, et détecter les signes subtils indiquant que quelque chose n'allait pas lors d'une interaction qui aurait dû être simple. Ses instincts lui avaient bien servi tout au long de sa carrière, lui valant la reconnaissance de ses supérieurs et le respect de ses collègues. Mais rien dans sa formation ou son expérience ne l'avait préparé au contrôle routier qui sauverait une vie et révélerait une horreur qui la hante encore des années plus tard. C'était un jeudi après-midi, à la fin du mois de septembre, et l'autoroute 40 était animée par la ruée habituelle des camions de marchandises et du trafic des navetteurs traversant le Tennessee rural. Le temps était clair, la température dans les 20 degrés Celsius, et la visibilité était excellente. Lucy était en patrouille depuis midi, effectuant des contrôles de vitesse et surveillant les conducteurs en état d'ébriété. À environ 16h37, elle a remarqué une Honda Accord argentée dans la voie centrale avec un feu arrière droit cassé. C'était une infraction mineure, le genre de chose qui aurait entraîné un avertissement plutôt qu'une amende, mais le protocole exigeait qu'elle effectue l'arrêt pour informer le conducteur de la panne de l'équipement. Lucy a activé ses gyrophares et la Honda s'est immédiatement garée sur le côté, ce qui a été le premier indicateur que cet arrêt ne serait pas routinier. La plupart des conducteurs mettaient plusieurs secondes à remarquer la voiture de patrouille derrière eux, continuant souvent sur un quart de mile ou plus avant de réagir aux lumières et à la sirène. Ce conducteur avait réagi instantanément, presque comme s'il s'attendait à être arrêté. Le véhicule s'est complètement immobilisé sur le bas-côté, et Lucy s'est approchée du côté du conducteur après avoir vérifié la plaque d'immatriculation sur son ordinateur.
L'immatriculation est revenue propre, appartenant à un certain Christopher Hughes avec une adresse à Memphis. Alors que Lucy marchait vers la vitre du conducteur, elle a commencé à cataloguer les détails que son entraînement lui avait appris à remarquer. La Honda était ancienne, peut-être âgée de 15 ans, avec de la rouille visible autour des passages de roues et une bosse dans le pare-chocs arrière. Rien d'inhabituel à cela. Mais en s'approchant, elle a remarqué que l'arrière du véhicule était plus bas que l'avant, comme s'il y avait un poids significatif dans le coffre. Elle a également remarqué au moins une douzaine de désodorisants suspendus au rétroviseur. Un nombre excessif qui a immédiatement soulevé un drapeau rouge. Dans son expérience, autant de désodorisants signifiait généralement que quelqu'un essayait de masquer une odeur. Le conducteur avait baissé sa vitre avant que Lucy n'atteigne le véhicule, et ses mains étaient visibles sur le volant, en position 10h02. C'était un homme blanc dans la fin de la trentaine, avec des cheveux bruns clairsemés et une barbe de plusieurs jours. Ses yeux étaient injectés de sang et il transpirait malgré la température confortable. Lorsque Lucy a demandé son permis de conduire et l'immatriculation, ses mains tremblaient tellement qu'il avait du mal à sortir les documents de son portefeuille. Le comportement de Christopher a immédiatement élevé le niveau d'alerte de Lucy. Elle avait déjà traité avec des conducteurs nerveux, des personnes qui devenaient anxieuses lors de toute interaction avec les forces de l'ordre, même lorsqu'elles n'avaient rien fait de mal. Mais c'était différent. Christopher n'était pas simplement nerveux. Il était terrifié. Ses yeux ne cessaient de se diriger vers le rétroviseur, non pas pour regarder Lucy, mais semblant vérifier la banquette arrière et la zone du coffre. Il a manipulé son permis de conduire, le laissant tomber 2 fois avant de le lui tendre enfin. Lorsque Lucy lui a demandé d'où il venait et où il allait, son histoire a changé 3 fois en l'espace de 30 secondes. D'abord, il a dit qu'il rentrait chez lui à Memphis après un voyage d'affaires à Nashville. Ensuite, il s'est corrigé et a dit qu'il avait rendu visite à un ami à Knoxville. Enfin, il a affirmé qu'il était en route pour rencontrer sa sœur à Jackson. Chaque version contredisait la précédente, et aucune n'avait de sens étant donné son emplacement actuel et sa direction de voyage. Lucy lui a demandé de sortir du véhicule, invoquant la nécessité de vérifier son immatriculation. Le visage de Christopher est devenu livide, et il a demandé si c'était vraiment nécessaire. Lorsque Lucy a insisté, il a obéi, mais ses mouvements étaient saccadés et sa respiration était devenue rapide et superficielle. Pendant que Christopher se tenait à l'arrière de son véhicule, Lucy a fait le tour de la Honda en effectuant ce qui semblait être une inspection visuelle de routine. L'odeur l'a frappée avant qu'elle ne s'approche du coffre. C'était un mélange de désodorisant artificiel et de quelque chose d'organique qui était masqué en dessous. Elle avait déjà senti cette combinaison lors de sa formation à l'interdiction des drogues. Les trafiquants utilisaient souvent des désodorisants excessifs pour couvrir l'odeur de la marijuana ou de la méthamphétamine. Mais il y avait autre chose mélangée à la douceur chimique. Quelque chose qui lui faisait penser à la sueur, à la peur et aux déchets humains. Lucy allait demander à Christopher la permission de fouiller le véhicule lorsqu'elle l'a entendu. Un bruit sourd et distinct, mais inconfondable, provenant du coffre. 3 coups délibérés, puis une pause, puis 3 autres. Ce n'était pas le bruit aléatoire de la cargaison qui se déplace pendant le transport. C'était rythmé, intentionnel. Quelqu'un était dans ce coffre, et il essayait de communiquer. Christopher a dû voir la réalisation sur le visage de Lucy, car toute sa démarche a changé en un instant. L'homme nerveux et maladroit s'est transformé en quelque chose de froid et calculateur. Il a fait un pas vers Lucy et sa main droite s'est dirigée vers la poche avant de sa veste. L'entraînement de Lucy a pris le dessus. Elle a sorti son arme de service d'un mouvement fluide, la pointant vers le centre de masse de Christopher tout en appuyant simultanément sur le bouton de sa radio de la main gauche pour demander des renforts immédiats. Elle a ordonné à Christopher de montrer ses mains et de se mettre à terre, sa voix tranchant le bruit de la circulation avec une autorité absolue. Pendant un moment, Christopher a semblé peser ses options. Sa main était toujours dans la poche de sa veste, et Lucy pouvait voir sa mâchoire se contracter alors qu'il calculait s'il pouvait atteindre ce qu'il cherchait avant qu'elle ne tire. Le moment s'est étiré de manière interminable. Le trafic défilait sur l'autoroute, le soleil commençait à descendre dans le ciel occidental, 2 personnes engagées dans une confrontation qui pouvait se terminer dans la violence en un instant. Puis Christopher a pris sa décision. Au lieu d'obéir aux ordres de Lucy, il s'est retourné et a pris la fuite. Il a traversé le bas-côté de l'autoroute et a franchi la glissière de sécurité, disparaissant dans la végétation dense qui bordait l'autoroute. Lucy a dû prendre une décision en une fraction de seconde. Elle pouvait le poursuivre à pied,
laissant le véhicule et la personne dans le coffre sans surveillance, où elle pouvait sécuriser la scène et assurer la sécurité de la victime potentielle. Elle a choisi cette dernière option. Elle a couru vers sa voiture de patrouille, a attrapé sa matraque, et est revenue vers la Honda. Elle a crié qu'elle était un officier de police et qu'elle allait ouvrir le coffre, puis a utilisé la matraque pour briser la vitre côté conducteur et actionner la libération du coffre. Le haillon s'est soulevé lentement, et ce que Lucie a vu à l'intérieur serait gravé dans sa mémoire pour toujours. Une jeune femme était recroquevillée en position fétale, ses poignets liés derrière son dos avec des liens en plastique, et ses chevilles de même. Un morceau de ruban adhésif couvrait sa bouche, et ses yeux étaient écarquillés de terreur et d'épuisement. Elle portait un sweatshirt de collège et un jean, tous deux sales et déchirés. Son visage était couvert de bleu, un œil presque fermé à cause du gonflement, et du sang séché encroûtait sa ligne de cheveux, là où elle avait apparemment été frappée à la tête. Lorsqu'elle a vu l'uniforme de Lucie, elle a commencé à sangloter, son corps entier tremblant sous l'effet de la libération de la terrible peur qu'elle avait retenue en elle. Lucie a immédiatement appelé une ambulance et des unités supplémentaires, puis a soigneusement retiré le ruban adhésif de la bouche de la jeune fille et utilisé son couteau pour couper les liens en plastique. La jeune fille pouvait à peine parler, sa gorge enflammée par les cris ou les pleurs, ou les deux. Elle a réussi à chuchoter que son nom était Pénélope, qu'elle avait 17 ans, et qu'elle était dans ce coffre depuis ce qui lui semblait être une éternité. Lucie l'a enveloppée dans une couverture de la voiture de patrouille et a essayé de la calmer pendant qu'elles attendaient l'ambulance. Elle a demandé à Pénélope si elle pouvait lui dire ce qui s'était passé, mais la jeune fille a simplement secoué la tête et continué à pleurer. Les renforts sont arrivés en 7 minutes, ce qui a semblé une éternité. 2 unités de patrouille supplémentaires et un adjoint du shérif ont convergé vers l'emplacement, et une recherche coordonnée de Christopher a commencé immédiatement. Une unité canine a été dépêchée pour suivre son odeur depuis l'endroit où il était entré dans les bois. L'ambulance est arrivée quelques instants plus tard, et les paramédics ont commencé à traiter Pénélope pour déshydratation et choc. Elle était consciente mais désorientée, et les paramédics ont déterminé qu'elle devait être transportée à l'hôpital immédiatement. Avant que l'ambulance ne parte, Lucie a posé une question cruciale à Pénélope. Depuis combien de temps était-elle dans le coffre? La réponse de Pénélope a rendu Lucie physiquement malade. 47 heures. La jeune fille avait été enfermée dans ce coffre pendant près de 2 jours complets, incapable d'étirer ses jambes ou d'utiliser des toilettes, recevant un minimum d'eau et aucune nourriture, respirant les fumées d'échappement et la chaleur étouffante. Elle avait été enlevée sur un parking de campus universitaire en Arkansas 3 jours plus tôt et avait été transportée à travers les frontières de l'État dans le coffre de cette Honda, complètement impuissante et certaine qu'elle allait mourir. Pendant que l'ambulance emmenait Pénélope au centre de traumatologie le plus proche, Lucie et ses collègues officiers ont traité la Honda comme une scène de crime. Ce qu'ils y ont trouvé a brossé un tableau de mal prémédité qui allait bien au-delà d'un simple enlèvement. Dans la boîte à gants, ils ont découvert une liste manuscrite avec des noms, des descriptions physiques et des lieux. Le nom de Pénélope figurait sur cette liste avec 8 autres. Certains des noms avaient des cocottes à côté. Sur la banquette arrière, cachée sous une couverture, ils ont trouvé des liens en plastique supplémentaires, du ruban adhésif, une corde et un paquet de bâches en plastique. Dans la console avant, ils ont trouvé un couteau pliant avec du sang séché sur la lame, et un plan détaillé manuscrit de ce que Christopher comptait faire avec Pénélope une fois arrivé à destination. Le plan décrivait une cabane isolée dans les montagnes Smoky où Christopher emmènerait ses victimes. Il décrivait la pièce insonorisée qu'il avait construite dans le sous-sol. Il décrivait les outils qu'il avait assemblés et le calendrier qu'il comptait suivre. En lisant ces pages, Lucie a compris avec une clarté absolue que si elle n'avait pas effectué ce contrôle routier, si elle n'avait pas entendu ses coups dans le coffre, Pénélope aurait disparu dans ces montagnes et ne serait jamais revue vivante. La recherche de Christopher s'est intensifiée alors que les détectives ont commencé à enquêter sur les noms de sa liste. 2 d'entre eux ont été identifiés comme des cas de personnes disparues de l'année précédente. L'un était une étudiante de 21 ans qui avait disparu d'une aire de repos en Arkansas. L'autre était une serveuse de 19 ans qui avait disparu d'un parking de supermarché dans le Kentucky. Les 2 cas étaient restés sans solution, sans suspect ni piste. Les enquêteurs avaient maintenant des raisons de croire que Christopher était responsable des 2 enlèvements et potentiellement d'autres. Christopher a été appréhendé 6 heures plus tard alors qu'il essayait de faire de l'autostop sur une route rurale à 48 km de l'endroit où il avait pris la fuite. Il n'était pas armé lorsqu'il a été arrêté. Mais une fouille de la veste qu'il portait a révélé ce qu'il avait essayé d'atteindre pendant sa confrontation avec Lucie. C'était un pistolet Glock 9 mm avec une cartouche en chambre et la sécurité désactivée.
Si Lucy avait hésité ne serait-ce qu'un instant, si son entraînement n'avait pas pris le dessus, Christopher l'aurait abattu et aurait disparu avec Pénélope toujours enfermée dans ce coffre. Lors de l'interrogatoire, Christopher a d'abord refusé de parler, mais finalement, son avocat a négocié un accord. En échange de la révélation des emplacements de ses autres victimes, il éviterait la peine de mort. Il a conduit les enquêteurs vers une tombe peu profonde dans les montagnes Smoky où le corps de l'étudiante disparue a été retrouvé. Il a fourni des informations détaillées sur la serveuse dont les restes ont été trouvés dans un autre endroit dans l'est du Kentucky. Il a avoué avoir enlevé 4 femmes sur une période de 3 ans, bien qu'il ait affirmé que Pénélope était la seule qu'il avait l'intention de garder en vie pendant une période prolongée. Les autres étaient mortes dans les jours suivant leurs enlèvements. Pénélope a passé 2 semaines à l'hôpital à se remettre de la déshydratation, de la malnutrition et de ses blessures physiques. Le traumatisme psychologique prendrait beaucoup plus de temps à guérir. Elle a suivi des mois de thérapie et a finalement témoigné lors du procès de Christopher, décrivant en détail les 47 heures qu'elle avait passées dans ce coffre, l'écoutant s'arrêter pour faire le plein et manger, l'entendant passer des appels téléphoniques à des amis et à sa famille comme si de rien n'était, se demandant si chaque moment serait le dernier. Christopher a été condamné à la prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle pour plusieurs chefs d'accusation de kidnapping, de meurtre et d'agression. Lors de son jugement, il n'a montré aucun remords et n'a offert aucune explication pour ses actes, si ce n'est qu'il voulait voir combien de temps il pouvait garder quelqu'un en vie en captivité. Le juge l'a qualifié de prédateur sans conscience et a exprimé son soulagement qu'il n'ait plus jamais l'opportunité de faire du mal à un autre être humain. Lucy a reçu une commendation pour ses actions lors du contrôle routier, et sa rapidité d'esprit a été créditée d'avoir sauvé la vie de Pénélope et résolu plusieurs affaires non élucidées. Mais la reconnaissance signifiait peu pour elle comparée au poids de ce qu'elle avait failli manquer. Elle pense constamment à ce jour-là, au feu arrière cassé qui lui avait donné une justification pour l'arrêt, aux désodorisants excessifs qui avaient éveillé ses soupçons, aux coups dans le coffre qu'elle avait failli ignorer en les attribuant à un déplacement de cargaison. Elle pense aux 2 femmes dont les corps ont été retrouvés dans ces montagnes et se demande combien de fois d'autres officiers avaient arrêté le véhicule de Christopher pendant ces 3 années de crime. Combien de fois il avait été arrêté pour des infractions mineures et autorisé à continuer son chemin avec une victime mourant dans son coffre. La Honda a finalement été détruite, mais Lucy a gardé une photographie d'elle dans son casier. Elle la regarde avant chaque service comme un rappel que les contrôles routiniers ne sont jamais vraiment routiniers. Que le mal se cache souvent derrière des sourires nerveux et des feux arrière cassés. Et que la différence entre la vie et la mort peut tenir à un officier qui fait confiance à ses instincts et refuse d'ignorer les signes avant-coureurs. Pénélope est en vie aujourd'hui parce que Lucy a entendu les coups et a compris ce qu'ils signifiaient. 2 familles ont pu enterrer leur fille et trouver une certaine forme de clôture parce que Lucy a effectué cet arrêt et a refusé de laisser Christopher s'en aller. Mais Lucy se réveille encore parfois en pleine nuit, entendant ce rythme sourd dans ses rêves et se demandant combien d'autres coffres roulent sur les autoroutes américaines avec des victimes qui ne seront jamais trouvées à temps. Le sergent Stella faisait partie de la division de soutien tactique de la patrouille routière du Tennessee depuis 9 ans. Pendant cette période, elle avait participé à des dizaines d'opérations à haut risque. Des raids antidrogue, des arrestations de fugitifs, des saisies d'armes et des enquêtes sur la traite des êtres humains faisaient tous partie de ses fonctions habituelles. Elle avait vu le pire de ce que les gens pouvaient se faire les uns aux autres. Elle avait été témoin de scènes de violence et de dégradation qui entraient la plupart des civils pour le reste de leur vie. Mais rien dans son expérience étendue ne pouvait la préparer à ce qui l'attendait à l'intérieur de l'ancienne aire de repos transformée, abandonnée le long de l'autoroute 24, ni à la trahison qui allait ébranler sa foi en l'application de la loi jusqu'à son fondement. L'enquête avait commencé 3 mois plus tôt avec un appel anonyme passé à la ligne directe de la traite des êtres humains du FBI. L'appelant, dont la voix était déguisée et le numéro introuvable, avait fourni des informations spécifiques sur des activités suspectes sur une propriété qui avait autrefois été une aire de repos routière, mais qui avait été vendue à des propriétaires privés des années plus tôt. L'appelant avait décrit des véhicules arrivant à des heures inhabituelles, toujours avec des vitres couvertes ou des zones de chargement fermées. L'appelant avait mentionné avoir vu des femmes et des filles être déplacées des véhicules vers le bâtiment et avoir entendu des cris provenant de l'intérieur de la structure pendant la nuit. L'appelant avait affirmé que certains des véhicules impliqués avaient été modifiés pour ressembler à des voitures de patrouille des forces de l'ordre. Le FBI a pris l'appel suffisamment au sérieux pour commencer une surveillance de l'emplacement. Ce qu'ils ont observé au cours des semaines suivantes a confirmé de nombreuses affirmations de l'appelant. L'imagerie thermique a montré environ 17 personnes à l'intérieur du bâtiment pendant les heures nocturnes,
avec des schémas de mouvement inhabituels suggérant que certains des occupants étaient confinés dans des zones spécifiques. Les lecteurs de plaques d'immatriculation ont capturé des données sur les véhicules entrant et sortant de la propriété. Et lorsque ces plaques ont été vérifiées dans les bases de données nationales, plusieurs sont revenus liés à des cas de personnes disparues dans plusieurs États. 3 des véhicules qui rendaient régulièrement visite à l'emplacement étaient immatriculés à des individus ayant des antécédents de condamnation pour traite des êtres humains et agressions sexuelles. La décision a été prise d'effectuer un raid coordonné sur la propriété. L'opération impliquerait le FBI, l'équipe tactique de la patrouille routière du Tennessee, la DEA en raison d'une implication présumée de drogue, et le département du shérif du comté local. Stella a été affectée à l'équipe d'entrée, l'une des 12 officiers qui seraient responsables de l'intrusion dans le bâtiment et de la sécurisation des suspects à l'intérieur. La phase de planification a pris 2 semaines, avec une reconnaissance détaillée de la propriété, l'obtention des mandats nécessaires et la coordination entre les multiples agences impliquées. Le raid a été programmé pour l'aube d'un mardi matin, calculé pour surprendre les occupants à leur moment le plus vulnérable et minimiser le risque de résistance armée. Les équipes tactiques se sont rassemblées dans une zone de rassemblement à 8 km de l'emplacement cible à 4h30 du matin. Stella a vérifié son équipement méthodiquement, comme elle l'avait fait avant chaque opération. Gilet pare-balles, casque, grenades assourdissantes, menottes en plastique, trousse médicale et son arme de service chargée avec un chargeur plein et une balle en chambre. Le briefing a été complet. Il s'attendait à rencontrer des suspects armés. Il savait qu'il y avait des victimes potentielles à l'intérieur qui auraient besoin d'une assistance médicale immédiate. Ils étaient préparés à une opération de fabrication de drogue ou à une station de transit de traite où les victimes étaient détenues temporairement avant d'être déplacées vers d'autres emplacements. Ce à quoi ils n'étaient pas préparés, c'était l'ampleur de ce qu'ils allaient trouver. Le convoi de véhicules des forces de l'ordre s'est mis en position à 5h47, encerclant la propriété et coupant toutes les voies d'évasion possibles. Les équipes d'entrée se sont approchées de plusieurs angles, se déplaçant rapidement et silencieusement dans l'obscurité avant l'aube. Sur le signal, elles ont forcé 3 points d'entrée simultanément, utilisant des béliers pour enfoncer des portes qui avaient été renforcées avec des serrures et des barres de sécurité supplémentaires. Stella est entrée par l'entrée principale avec son équipe, se déplaçant pièce par pièce, armes levées et lançant des ordres à tout occupant. La première horreur s'est révélée dans ce qui avait autrefois été la zone des toilettes publiques de l'aire de repos. L'espace avait été transformé en une série de cellules de fortune avec des murs construits en contreplaqué et des poutres en bois divisant la zone en compartiments exigus à peine assez grands pour qu'une personne puisse s'allonger. Chaque cellule était sécurisée avec un cadenas à l'extérieur, et plusieurs contenaient encore des occupants. Des femmes et des filles âgées de 14 à 32 ans ont été trouvées dans ces cellules. Certaines étaient allongées sur des matelas nus, d'autres recroquevillées dans des coins. Leur état physique variait, mais toutes montraient des signes de captivité prolongée, malnutrition, ecchymose, blessures non traitées et le regard vide de la traumatisation psychologique sévère. L'équipe de Stella est immédiatement passée du mode tactique aux opérations de sauvetage, appelant une assistance médicale et extrayant soigneusement les victimes des cellules. Les femmes étaient terrifiées, certaines hurlant en voyant les officiers armés, d'autres complètement catatoniques et sans réaction. Stella a enlevé son casque et son gilet pare-balles pour paraître moins menaçante alors qu'elle aidait à guider une jeune fille qui ne devait pas avoir plus de 15 ans hors de l'une des cellules. La fille portait des vêtements bien trop grands pour son corps frêle, et ses poignets montraient les marques de menottes qui avaient été récemment retirées. Alors que le personnel médical commençait à arriver pour soigner les victimes, d'autres membres de l'équipe tactique ont continué à fouiller le bâtiment. Dans ce qui avait été la zone principale du hall de l'aire de repos, ils ont découvert un bureau qui contenait le cœur opérationnel de l'opération de traite. Des classeurs remplis de registres détaillés montrant des transactions, des photographies de victimes à divers stades de captivité, et du matériel informatique stockant des bases de données avec des informations sur les acheteurs et les vendeurs à travers un réseau couvrant 6 États. Le niveau d'organisation était sophistiqué, indiquant qu'il ne s'agissait pas d'une petite opération, mais plutôt d'un nœud dans une entreprise criminelle beaucoup plus vaste. L'homme qui semblait être le chef de l'opération, un certain Christian âgé de 47 ans, a été trouvé en train d'essayer de détruire des disques durs lorsque l'équipe tactique est entrée dans le bureau. Il a été placé en détention, affirmant que la propriété était un sanctuaire religieux et que les forces de l'ordre n'avaient aucune juridiction sur ses activités. Ses protestations ont été ignorées alors qu'il était menotté et sorti du bâtiment. 14 autres suspects ont été appréhendés dans toute la propriété. Certains tentaient de s'enfuir par les sorties de secours, d'autres essayaient de se cacher dans des espaces de crawl et des zones de stockage. Mais la véritable horreur du complexe s'est révélée lorsque les enquêteurs ont découvert l'extension souterraine.
Sous le bâtiment principal, accessible par une entrée dissimulée dans ce qui avait été la salle de maintenance, se trouvait une série de pièces qui avaient été excavées et construites sans aucun permis ni connaissance officielle. Ces chambres souterraines montraient des signes de torture, avec des dispositifs de contention boulonnés au mur, des taches de sang sur les sols en béton, et des instruments conçus pour infliger de la douleur et contrôlés par la peur. L'impact psychologique de la vue de ces pièces a affecté même les officiers les plus expérimentés sur les lieux, et plusieurs ont dû sortir pour se ressaisir avant de poursuivre l'enquête. Alors que les victimes étaient transportées vers des hôpitaux et des centres de crise, elles ont commencé à fournir des témoignages sur leurs épreuves. Les histoires qu'elles ont racontées ont brossé un tableau de prédation systématique qui opérait depuis des années. Des femmes voyageant seules sur l'autoroute avaient été ciblées par des individus portant des uniformes authentiques de patrouille routière et conduisant des véhicules identiques aux voitures de patrouille officielles. Ces faux officiers initiaient des contrôles routiers pour des infractions mineures, puis utilisaient leur autorité apparente pour obtenir la compliance avant d'enlever leurs victimes. D'autres victimes avaient été enlevées dans des aires de repos, des stations-service et des arrêts de camions le long des grandes autoroutes. Approchés par des hommes se faisant passer pour des officiers des forces de l'ordre enquêtant sur des activités criminelles, l'enquête sur la manière dont le réseau de traite avait obtenu des uniformes et du matériel authentique a conduit à une découverte qui a dévasté la communauté des forces de l'ordre. 3 des 14 suspects arrêtés dans le complexe étaient de véritables officiers de la patrouille routière. Ils avaient utilisé leur position et leur autorité pour faciliter les enlèvements, fourni des informations sur les horaires de patrouille et les emplacements des points de contrôle pour aider l'opération à éviter la détection, et avaient activement participé aux activités de traite. La révélation que des officiers assermentés pour protéger et servir avaient plutôt été des prédateurs utilisant leurs insignes pour chasser des victimes a envoyé des ondes de choc à travers chaque département impliqué dans l'affaire. L'ampleur de l'opération est devenue plus claire alors que les analystes médico-légaux travaillaient sur les ordinateurs et documents saisis. Le réseau de traite opérait depuis au moins 6 ans, avait des connexions avec des opérations similaires dans 11 autres États et avait déplacé environ 200 victimes à travers leur réseau pendant cette période. Certaines victimes avaient été vendues à des acheteurs à l'étranger. D'autres avaient été gardées dans des situations de travail forcé ou d'esclavage sexuel domestique. Un nombre important avait simplement disparu, leur sort ultime inconnu et probablement jamais déterminé. Le procès des suspects du complexe a pris 8 mois à se conclure. Les preuves étaient accablantes, avec des témoignages de victimes, des preuves physiques du complexe et des enregistrements numériques documentant des années d'activité criminelle. 7 des accusés ont reçu des peines de prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Les 3 officiers de la patrouille routière qui avaient fait partie de l'opération ont reçu des peines aggravées en raison de leur abus d'autorité et de leur trahison de la confiance publique. Leurs cas ont reçu une large couverture médiatique, conduisant à des réformes nationales dans la manière dont les agences de maintien de l'ordre effectuent des vérifications des antécédents et surveillent le comportement des officiers pour détecter les signes avant-coureurs de corruption. Pour les 8 femmes et filles sauvées du complexe, le chemin vers la guérison serait long et difficile. Elles ont été placées dans des programmes de protection des témoins en raison de préoccupations concernant des représailles de la part d'autres membres du réseau de traite qui étaient toujours en liberté. Elles ont reçu des traitements médicaux intensifs et des conseils psychologiques. Mais le traumatisme de ce qu'elles avaient enduré resterait avec elles pour le reste de leur vie. 2 des plus jeunes victimes ne pouvaient pas se souvenir de leur vrai nom ni d'où elles venaient, ayant été détenues en captivité si longtemps que leur vie précédente avait été effacée de leur mémoire. Stella a eu besoin de 2 ans de thérapie avant de se sentir capable de retourner à un service complet. Les images de ces cellules, l'état des victimes, et surtout la connaissance que des collègues officiers en étaient responsables, hantaient ses rêves et rendaient difficile pour elle de faire confiance à ses collègues. Elle a été mutée dans une autre division, incapable de continuer à travailler aux côtés d'officiers qu'elle connaissait depuis des années sans se demander s'ils aussi étaient capables d'une telle trahison. Le raid sur le complexe avait sauvé 8 vies et démantelé une importante opération de traite. Mais il avait également révélé que le mal peut porter un insigne et utiliser l'autorité des forces de l'ordre pour s'en prendre aux plus vulnérables. Cette connaissance, une fois acquise, ne pouvait plus être oubliée. Le trooper Landon avait entendu les histoires des officiers plus anciens sur le rôdeur du brouillard dès sa première semaine avec la patrouille routière de Virginie-Occidentale, et il les avait entièrement rejetées comme le genre de rituel d'initiation auquel les nouvelles recrues étaient soumises dans chaque département. Les vétérans se rassemblaient dans la salle de pause pendant les changements de service et parlaient à voix basse de la chose qui apparaissait dans le brouillard le long de la route 12 à travers les montagnes des Appalaches, de la manière dont elle causait des accidents, de la façon dont des conducteurs étaient retrouvés catatoniques derrière le volant, sans souvenir de ce qui leur était arrivé.
Il décrivait une silhouette d'une hauteur impossible avec des mouvements qui n'étaient pas tout à fait humains, quelque chose qui ne devrait pas exister, mais qui avait été vu par des dizaines d'officiers au fil des décennies. Landon avait ri avec les autres recrues, supposant que ce n'était rien de plus qu'une légende urbaine conçue pour troubler les nouveaux venus qui patrouilleraient sur ces routes de montagne isolées, seuls, la nuit. Sa première rencontre avec le rôdeur du brouillard a eu lieu 11 mois après le début de sa carrière, lors d'une nuit de novembre où un avis de brouillard dense avait été émis pour toute la région montagneuse. La visibilité sur la route 12 était tombée à moins de 15 mètres, et la patrouille routière avait conseillé aux automobilistes d'éviter la zone si possible, ou de réduire considérablement leur vitesse si le voyage était nécessaire. Landon avait été affecté à la patrouille sur un tronçon de l'autoroute entre les bornes kilométriques 87 et 115, une section de 28 miles de route de montagne sinueuse qui était dangereuse même par beau temps. Le brouillard l'avait transformé en quelque chose de bien plus dangereux, un vide gris où la route semblait disparaître juste au-delà de la portée des phares. À environ 2h17 du matin, les phares de Landon ont capté un mouvement dans le brouillard devant lui. Il a ralenti sa voiture de patrouille, supposant qu'il s'agissait d'un cerf, ou peut-être d'un automobiliste en panne qui marchait le long du bas-côté. En s'approchant, la silhouette s'est précisée en la forme de ce qui semblait être une personne debout directement au centre de la voie nord. Landon a activé son projecteur et ses feux de détresse, éclairant la silhouette autant que possible à travers le brouillard épais. Ce qu'il a vu n'avait absolument aucun sens. La silhouette était d'une hauteur impossible, au moins 2,10 ou 2,40 mètres, avec des proportions qui étaient subtilement fausses de manière que le cerveau de Landon avait du mal à traiter. Les membres étaient trop longs par rapport au torse. La tête était posée à un angle qui suggérait que le cou était soit brisé, soit construit différemment de ce que l'anatomie humaine devrait permettre. La silhouette était vêtue de ce qui aurait pu être des vêtements sombres, bien que le brouillard rendît difficile la détermination de détails spécifiques. Elle se tenait parfaitement immobile sur la route, ne réagissant ni aux lumières ni à l'approche de la voiture de patrouille. Landon a amené son véhicule à un arrêt complet à environ 9 mètres de la silhouette et a activé son système d'adresse publique, appelant la personne à se déplacer sur le bas-côté de la route. Il n'y a eu aucune réponse. La silhouette est restée immobile, et le brouillard tourbillonnait autour d'elle selon des motifs qui semblaient éviter tout contact direct avec sa forme. Landon a signalé sa position et la situation au central, puis est sorti de sa voiture de patrouille avec une lampe torche à la main. Il a fait 3 pas vers la silhouette. Et dans le temps qu'il a fallu pour cligner des yeux, elle avait disparu. Tout simplement disparu. Aucun mouvement, aucun son, juste du brouillard vide là où quelque chose s'était tenu des instants plus tôt. Landon a fouillé la zone immédiate avec sa lampe torche, vérifiant les 2 bas-côtés de la route et cherchant toute indication de l'endroit où la silhouette aurait pu aller. Le brouillard était si épais que la visibilité ne s'étendait que sur quelques mètres dans n'importe quelle direction. Mais il n'y avait nulle part où quelque chose d'aussi grand pouvait se cacher sur une autoroute ouverte. Plus troublant encore était l'absence totale d'empreintes de pas sur le revêtement humide. Le brouillard avait créé une fine couche de condensation sur la surface de la route qui aurait dû montrer des traces si quelqu'un avait marché là, mais l'asphalte était intact. Avant que Landon ne puisse retourner à sa voiture de patrouille, le central a appelé pour signaler un accident à environ 3,2 km plus loin, près de la borne kilométrique 91. Une collision d'un seul véhicule avec le conducteur signalé comme non réactif. Landon a répondu immédiatement, naviguant sur les courbes enveloppées de brouillard à vitesse réduite jusqu'à ce qu'il atteigne la scène de l'accident. Une berline avait dévié de la route et était entrée en collision avec une glissière de sécurité à basse vitesse, causant des dommages minimes au véhicule, mais laissant le conducteur dans un état troublant. Le conducteur était un homme dans la quarantaine, physiquement indemne selon l'évaluation préliminaire, mais complètement catatonique. Ses yeux étaient grands ouverts et dilatés, fixant droit devant lui à travers le pare-brise sans rien voir. Il ne répondait pas aux ordres verbaux, ne réagissait pas à la lumière dirigée dans ses yeux, et ne montrait aucune conscience de la présence de Landon. Ses mains agrippaient toujours le volant avec une telle force que ses articulations étaient blanches et ses doigts ont dû être détachés de force. Une ambulance l'a transporté à l'hôpital le plus proche, où un examen médical n'a révélé aucune blessure physique, aucune drogue ou alcool dans son système, et aucune explication neurologique à son état. Landon a rédigé son rapport sur les 2 incidents, documentant soigneusement la étrange silhouette sur la route et sa disparition impossible. Il s'attendait à ce que son superviseur remette en question son récit ou suggère que le brouillard avait joué des tours à sa perception. Au lieu de cela, son superviseur a sorti un épais dossier d'un classeur verrouillé et l'a placé sur le bureau entre eux. Le dossier contenait des rapports datant de 43 ans, décrivant tous des rencontres similaires sur la route 12 lors d'épisodes de brouillard.
17 incidents distincts où des conducteurs avaient été retrouvés dans des états catatoniques après des accidents. 22 rapports d'officiers de la patrouille routière décrivant une silhouette grande qui apparaissait dans le brouillard et disparaissait sans explication. 4 cas où des passagers dans des véhicules avaient décrit avoir vu la silhouette s'approcher avant que le conducteur ne gèle et que le véhicule ne sorte de contrôle. Le schéma était indéniable. Chaque incident s'était produit dans des conditions de brouillard dense. Chaque observation décrivait la même hauteur impossible et les mêmes proportions erronées. Chaque conducteur affecté montrait les mêmes symptômes de traumatisme psychologique extrême sans cause physique. La société historique locale possédait des enregistrements d'incidents similaires remontant encore plus loin, avec des récits des années 1940 décrivant des automobilistes qui affirmaient avoir vu quelque chose dans le brouillard qui ne devrait pas exister. Quelque chose qui les observait depuis le bord de la route avec des yeux qui reflétaient la lumière comme un animal. Un récit particulièrement détaillé de 1967 provenait d'un trooper d'État qui patrouillait sur la route 12 lors d'un épisode de brouillard et avait observé la silhouette s'approcher de sa voiture de patrouille à l'arrêt. Il avait décrit le visage pressé contre la vitre côté conducteur, des traits presque humains, mais avec trop de dents visibles dans ce qui aurait pu être un sourire ou quelque chose d'autre entièrement. Le trooper était resté figé, incapable de bouger ou d'appeler à l'aide. Pendant que la silhouette restait à la vitre pendant ce qui lui avait semblé des heures, mais qui avait ensuite été déterminé comme ayant duré environ 3 minutes sur la base des eurodatages radio. Lorsque le brouillard s'était enfin suffisamment levé pour que d'autres unités atteignent son emplacement, il l'avait trouvé non réactif derrière le volant, et il n'est jamais retourné en service actif. La deuxième rencontre de Landon avec le rôdeur du brouillard s'est produite 7 mois plus tard, lors d'un autre épisode de brouillard dense sur la route 12. Cette fois, il répondait à un appel pour un véhicule en panne près de la borne kilométrique 94, où un automobiliste avait demandé de l'aide pour un pneu crevé. Alors que Landon approchait de l'emplacement, ses phares ont capté la même silhouette impossible debout sur le bas-côté de la route. Cette fois, beaucoup plus près de son véhicule. Il pouvait voir plus de détails à travers le brouillard. La manière dont les mouvements de la silhouette étaient saccadés et contre nature lorsqu'elle s'est tournée pour faire face à la voiture de patrouille. La manière dont sa tête s'est inclinée à un angle qui aurait dû être anatomiquement impossible. La manière dont elle a commencé à marcher vers la voiture de patrouille avec une démarche qui suggérait des articulations se pliant dans des directions incorrectes. L'entraînement et l'instinct de Landon luttaient contre une terreur primitive qu'il n'avait jamais ressentie auparavant. Il savait qu'il devait sortir du véhicule et enquêter. Il savait qu'il devait signaler l'observation et attendre des renforts, mais son corps refusait d'obéir à ses ordres. Ses mains agrippaient le volant exactement comme il avait trouvé le conducteur catatonique agrippant son volant des mois plus tôt. Il a regardé avec horreur la silhouette s'approcher, devenant plus grande alors qu'elle se déplaçait à travers le brouillard avec des mouvements qui faisaient mal à regarder. Lorsqu'elle a atteint le côté passager de la voiture de patrouille, elle a pressé ce qui aurait pu être un visage contre la vitre. Landon pouvait voir des dents, bien trop nombreuses, disposées en rangées qui s'étendaient vers l'arrière dans une gorge qui semblait contenir une obscurité plus profonde que le brouillard à l'extérieur. Il pouvait voir des yeux qui reflétaient les lumières intérieures de la voiture de patrouille avec une lueur verdâtre que des yeux humains ne devraient pas produire. Il pouvait voir la condensation de sa respiration embuer la vitre. Bien que logiquement, il savait que quoi que ce soit cette chose, elle ne devrait pas respirer de manière qu'il comprenait. Le moment s'est étiré de manière interminable. Puis la silhouette s'est reculée de la vitre et a disparu dans le brouillard. Lorsque les renforts sont arrivés 15 minutes plus tard, ils ont trouvé Landon assis dans sa voiture de patrouille, conscient mais incapable de parler de manière cohérente. Le véhicule en panne auquel il répondait était introuvable, et aucun enregistrement d'un appel à l'aide n'a pu être localisé dans les journaux de la centrale. Landon a été transporté à l'hôpital, où il a été évalué et libéré sans blessure physique. Il a demandé une mutation vers une autre région de patrouille le lendemain, et sa demande a été approuvée sans question. Dans les 8 années qui ont suivi cette rencontre, Landon n'est jamais retourné sur la route 12. Il a parlé avec 4 autres officiers qui ont eu des expériences similaires, et tous ont été mutés ou ont pris leur retraite plutôt que de continuer à patrouiller sur ce tronçon d'autoroute. Les incidents continuent à un rythme d'environ 2 par an, toujours dans des conditions de brouillard, toujours avec la même silhouette impossible et les mêmes témoins traumatisés. Aucune explication satisfaisante n'a jamais été déterminée. Aucune photographie claire n'a jamais été obtenue malgré les caméras de tableau de bord dans les véhicules de patrouille modernes. La silhouette apparaît et disparaît selon des schémas que personne n'a pu prédire ou prévenir. Et les conducteurs continuent de signaler voir quelque chose dans le brouillard le long de la route 12 qui ne devrait pas exister. Quelque chose qui est là depuis des décennies et ne montre aucun signe de s'arrêter.